Nous avons expliqué dans la vidéo 1 l'hémoglobine glyquée, sa constitution et surtout son intérêt dans le suivi régulier du diabète sucré. Dans cette vidéo, nous allons discuter ses limites ou ses pièges, c'est-à-dire les situations où elle n'est pas très fiable. Comme nous l'avons déjà expliqué, l'hémoglobine glyquée constitue l'outil incontournable du suivi des patients diabétiques. Son niveau reflète l'équilibre glycémique moyen des 2 à 3 mois passés. Les grandes études ont bien démontré le lien entre l'hémoglobine glyquée et les complications du diabète sucré, principalement les complications microvasculaires. L'hémoglobine glyquée correspond à la fraction de l'hémoglobine qui a été glyquée, c'est-à-dire qui a subi une glycation ou fixation non enzymatique du glucose sur l'hémoglobine lors des élévations de la glycémie au cours des 4 derniers mois. Car, comme nous l'avons déjà expliqué, la durée de vie des globules rouges est estimée à 120 jours. Mais on estime que les glycémies des 30 jours précédents sont responsables de 50% du taux de l'hémoglobine glyquée. Actuellement, les laboratoires de biologie médicale qui respectent les recommandations internationales doivent utiliser la méthode la plus fiable, qui est la chromatographie en phase liquide à haute performance, ou HPLC. Je dois préciser que le dosage par des bandelettes n'est pas fiable. Les résultats sont rendus classiquement en pourcentage de l'hémoglobine, mais aussi désormais en grammes par litre de la moyenne de la glycémie des 2 ou 3 derniers mois via une formule de conversion. Par exemple, une hémoglobine à 10% signifie que la glycémie moyenne lors des 3 derniers mois était de 2,40 grammes par litre de glucose. Mais des études ont montré qu'environ 20% des patients présentent des taux d'hémoglobine glyquée plus bas ou plus élevé qu'attendu avec la formule prédictive. La relation entre moyenne glycémique et hémoglobine glyquée est influencée par plusieurs facteurs, notamment l'âge, l'origine ethnique, l'âge moyen des globules rouges et la variabilité entre les personnes de l'intensité du processus de glycation. L'origine de cette variabilité est surtout génétique. Ainsi, on a pu déterminer qu'il y a des personnes glycateurs rapides et d'autres glycateurs lents, qui pour une même glycémie moyenne présenteront des taux d'hémoglobine A1C différents. Ils seront élevés pour les premiers et bas pour les seconds. À côté de ces situations physiologiques, il existe d'autres situations en rapport avec des maladies où le chiffre de l'hémoglobine glyquée ne reflète pas fidèlement la glycémie moyenne des 3 ou 4 derniers mois. C'est le cas de toute modification du processus de fabrication des globules rouges ou de leur durée de vie, de toute modification de la structure de l'hémoglobine, des anomalies de la glycation de l'hémoglobine, de la prise de fortes doses de vitamine C ou de vitamine E, et c'est également le cas de l'insuffisance rénale chronique. D'autres situations peuvent également prendre en défaut le chiffre de l'hémoglobine A1C. Pour plus de détails, je vous laisse le soin de lire à votre rythme ces différentes situations. Les pages suivantes défileront au rythme de 3 secondes. Pour remédier à cette relative insuffisance de l'hémoglobine glyquée, nous disposons de 2 moyens, mais leur rapport est discuté. Il s'agit de la mesure continue de la glycémie ou holter glycémique et du dosage de la fructosamine. Mais à mon avis, la vraie limite ou le vrai danger que peut cacher un chiffre d'hémoglobine glyquée est qu'il ne renseigne pas, car ce n'est pas son rôle, sur les hypoglycémies, ni leur fréquence, ni leur gravité. Ainsi, une hémoglobine glyquée basse
peut être en rapport avec des hypoglycémies fréquentes. Elle sera ainsi faussement rassurante chez un patient avec alternance d'hypo et d'hyperglycémie. A l'inverse, une hémoglobine glyquée élevée peut cacher des hypoglycémies plus ou moins fréquentes et graves, voire passer inaperçues. Il serait alors dangereux si on intensifie le traitement sans les prendre en considération. Donc, à côté d'un bon dosage par le biologiste et d'une bonne interprétation du chiffre de l'hémoglobine glyquée, nous devons insister sur le rôle important du suivi régulier, de l'interrogatoire, de l'éducation thérapeutique avec la consignation des épisodes d'hypoglycémie. Nous devons aussi insister sur le rôle important de l'autosurveillance glycémique et du contrôle des glycémies à jeun et postprandiales. Je rappelle qu'après chaque repas, il y a une petite élévation de la glycémie qu'on appelle glycémie postprandiale. Elle dure peu et s'abaisse rapidement pour revenir à la normale. Chez le diabétique, cette glycémie postprandiale peut monter à plus de 2 grammes et peut durer pendant plus de 2 heures après le repas. On estime que l'hémoglobine glyquée dépend pour 70% de la glycémie postprandiale. La différence observée entre la glycémie postprandiale et la glycémie à jeun est appelée excursion glycémique postprandiale ou incrément postprandial ou encore delta postprandial. Le delta glycémique est un facteur très important plus que la glycémie à jeun pour prédire le décès coronaire ou cardiovasculaire. Il doit être compris entre 0,3 et 0,5 g par litre. Son élévation doit être corrigée par un traitement adéquat. Ainsi, par exemple, pour une glycémie à jeun de 1,2 g par litre et une glycémie postprandiale de 2,1 g par litre, c'est le repas qui a fait monter la glycémie de façon trop importante, le delta glycémique étant de 0,9 g par litre. Il faudra donc s'attacher à faire baisser la glycémie postprandiale. Par contre, si la glycémie à jeun est de 1,8 g par litre et la glycémie postprandiale de 2,1 g par litre, le repas n'a fait monter que peu la glycémie postprandiale. Le delta est de 0,3 g par litre. C'est donc la glycémie à jeun qu'il faudra faire baisser. Donc, l'hémoglobine glyquée est un excellent outil d'évaluation de l'équilibre diabétique, mais il doit être bien dosé, bien interprété selon les situations de maladies particulières et intégré à la recherche des hypoglycémies, à l'autosurveillance glycémique et au delta glycémique. Ce qui aura un intérêt dans l'ajustement thérapeutique et permet d'éviter des erreurs potentiellement graves dans la prise en charge des patients diabétiques. شكرا لكم.